La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain. Des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin. Un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Mhm. Parfait. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble demain. Je partageais à mon invité, j'ai comme un peu de mal avec les démarrages des fois, donc un peu de fébrilité, mais je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode dans lequel j'avais le goût qu'on replonge ensemble dans toute la thématique du mouvement. Puis j'ai de la chance, j'ai une invitée qui est vraiment lumineuse, puis je la vois à l'écran, fait qu'elle l'est vraiment. Parce que je voulais qu'on parle du mouvement, celui qui n'est pas planifié, qui n'est pas imposé, qui n'est pas organisé, mais qui est ce mouvement-là naturel qu'on peut favoriser dans nos quotidiens au travers les routines qu'on va choisir, au travers les aménagements qu'on va se proposer, au travers les relations qu'on choisit d'entretenir avec soi et avec les autres. Parce que quand je pensais au mouvement, là, dans l'instant où je préparais l'épisode, je me disais que le mouvement, pour moi, c'est vraiment être en vie. C'est être en vie qu'être en mouvement. Puis, c'est pas nécessairement faire de l'activité physique ou aller au gym ou planifier chaque action. Pour moi, dans le mouvement, c'est être en vie parce qu'il y a toute la dimension sociale que ça suppose d'être en mouvement, se choisir d'être ensemble, de vivre ensemble. Puis on l'avait déjà exploré dans un épisode avec Chloé Rochette du mouvement Happy Fitness, que le mouvement, ça nous relie et ça nous rallie. Et alors c'est pour ça que j'avais envie qu'on retourne dans cette thématique, parce que ça peut être aussi justement de repenser nos habitudes, notre espace de vie, de questionner carrément notre rapport à soi, aux autres, aux vivants. Et alors, pourquoi pas penser, se donner l'espace en fait de penser au mouvement oublié du quotidien et repenser notre rapport au mouvement et à la vie. Et c'est la mission que se sont donnés Marie-Claude, Vincent et Marc-Aurèle, un duo de ces, je pense, 2 ans, de chez Vivace Maison, une famille qui me touche beaucoup, qui m'inspire et qui nous invite vraiment dans une grande simplicité et beaucoup d'authenticité ressentie à questionner nos habitudes, à questionner nos espaces, nos relations, nos mouvements au quotidien et qui nous transporte. Et c'est pour ça que je parle d'authenticité dans vraiment une recherche profonde qui a l'air très intime aussi de leur propre relation au mouvement dans leur vie qui évolue. Alors avec Marie-Claude aujourd'hui, on va explorer cette perspective qu'ils portent tous ensemble et voilà, Marie-Claude, je pense que mon intro est suffisamment longue. Je te remercie infiniment d'être là aujourd'hui. Hors antenne, on s'est partagé nos intentions, puis je pense qu'il y a un bel alignement là-dedans. Alors, j'avais envie de te laisser te présenter, toi, dans tes mots, dans l'humaine que tu es, dans toute ton humanité, dans tout ce que tu portes, ton histoire, ton enfance, tes valeurs. Bref, comme je te disais, vas-y, pêle-mêle comme tu veux, mais qui es-tu, toi? Et puis comment ça a pu teinter ce que tu fais aujourd'hui, puis qui tu es aussi. Quelle belle et grande question, hein. Ouais, quand je me suis posée pour me préparer à la discussion,
quand j'ai lu Est-ce que tu aurais un souvenir de ton enfance à partager? La première chose qui m'est revenue à l'esprit, c'est le surnom que me donnait mon grand-père. Il m'appelait Petite face de flamme parce que apparemment j'étais enflammée comme enfant. Tu sais, j'étais réactive vite. Tu sais, j'avais une grande amplitude émotive, je crois. Euh, Puis cette fougue-là, je l'ai longtemps perçue négativement, je crois. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un de vraiment... je suis vraiment... J'ai une grande intensité intérieure. Je ne suis pas particulièrement exubérante comme personne. Je pense qu'on s'affiche beaucoup sur les médias sociaux, mais tu sais, dans un groupe, j'ai pas besoin nécessairement d'être sous le spotlight. Puis, mais j'ai quand même une grande intensité. Puis, tu sais, je me lève le matin, puis je suis le genre de personne qui snooze jamais. Puis j'ai des idées de choses que je veux créer jusqu'au dernier jour de ma vie, là. Tu sais, j'aspire à être une petite vieille, comme je dis souvent, qui, jusqu'au dernier moment, va encore avoir ce sentiment-là d'être vivante, puis connectée à ce qui l'entoure, puis qui contribue, tu sais. Fait que, ouais, ce surnom-là m'est revenu. Puis sinon, par rapport à mon enfance, c'était aussi ça, ce sentiment-là de bien-être profond, d'être à ma place. Euh, Mm. j'ai grandi sur une rue tranquille en banlieue, à Laval. Euh, C'était la rue où mon père a grandi. Mon père a déménagé en face de chez mes grands-parents. Fait que j'ai grandi avec mes grands-parents, mais aussi par la magie des fois de certaines circonstances, ça a donné qu'il y a plusieurs familles qui avaient des enfants du même âge que nous. Des familles de 3, 4 enfants même sur la même rue. Puis mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est de jouer librement dehors dans la rue, Ah oui. puis avec les autres. Puis cette facilité-là de sortir, puis de savoir que tu sais, tu sors, tu vas cogner à une porte, puis il y a toujours quelqu'un avec qui jouer. Toujours, tu sais, c'est... Puis même des fois, c'était des méga parties de ballon chasseur avec les adultes embarquaient. J'ai un souvenir de mon grand-père qui jouait justement avec nous au ballon chasseur. Puis c'est ça, c'est mes meilleurs souvenirs. En tout cas, ce qui est émergé sur ma feuille quand je me préparais, c'est dehors, c'est pas à l'école. Puis je Mm. l'ai comme écrit en soulignant, ce n'est pas à l'école. Mes souvenirs les plus vivants, c'est pas en lien avec mon parcours scolaire. Même quand je repense à ma vie, il y a tellement de moments dans mon parcours scolaire que j'ai des noirs complets. Je sais pas ce qui se passait dans mon existence. Il y a des moments de ma vie que je pourrais pas comprendre en moi que Dieu me donne une cassette puis dit voici le vidéo puis retourne en arrière. Mais fait que c'est vraiment dans cette définition-là de qui je suis, j'ai été une enfant qui a eu la chance de vivre une vie que je trouve encore très belle. Mm. Et, et je réalise en fait en vieillissant, tu sais, j'ai été la bonne élève dans le système. J'avais des bonnes notes, j'avais des certificats, d'honneur, toutes les récompenses possibles. Puis étrangement, si mon enfant me disait un jour comme le matin, maman, je veux pas aller à l'école, je serais pas capable de lui dire comme non, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles pour réussir dans la vie. Euh, ouais. Fait que on dirait que quand tu me posais la question de qui je suis, c'était comme l'espèce de processus de développement, puis une certaine peine, je pense, qui m'habite encore, puis qui nourrit en fait la flamme pour mon entreprise, qui est celle que je pense que beaucoup de personnes vivent en ce moment dans la société, c'est que on a une énergie en nous, on a une force créative qui est absolument phénoménale. Puis par le mode de vie, puis ce qu'on croit qui est normal, on, je pense qu'on étouffe la créativité des enfants, on brime leur liberté de mouvement, puis on devient des adultes qui croient que c'est ça la réalité, puis on perpétue ça Mm. dans les modèles éducatifs, dans le système de santé, dans toutes les sphères de vie. On reproduit un modèle où on n'a plus de liberté de mouvement puis d'action réellement, mais c'est ça, je pense qu'on on a fini par croire que c'est ça la réalité. Ouais. Puis dans mon parcours, quand je repense aussi à mon parcours scolaire, parce que j'ai quand même
mes plus beaux moments à l'école, en fait, c'était quand j'ai rencontré des personnes sur ma route qui me laissaient énormément de liberté créative. Hmm. J'ai eu un prof au secondaire en Orcom qui m'avait donné la clé du local, puis il me disait, tu viens n'importe quand filmer, faire tes projets. Euh, je lui donnais des idées, il m'aidait à construire ça, puis à m'exprimer. Puis j'ai eu quand même la chance sur mon parcours d'avoir ces personnes-là comme des, on dirait des anges gardiens, là, Ouais. qui ont nourri, euh, comme mon envie de. Il fallait que mes idées sortent, on dirait. C'est comme un bouillonnement, puis ces personnes-là m'ont aidé à l'exprimer, puis m'ont accueilli exactement tel que j'étais. Il n'y avait aucun agenda sur ce que je devais devenir. Il n'y avait pas de pression par rapport aux notes. Tu sais, c'est Hmm. la création pure. Puis je pense que comme tranquillement, j'ai commencé à me trouver dans des domaines plus créatifs. Ah ouais, au travers cette expression de toi, finalement, qui a été guidée au fil du temps, au fil de ton évolution. C'est ça? Ouais. Tu as l'impression que c'est ça qui t'a permis de te trouver? Ah, c'est beau ce que Mm. tu dis. Mais ouais. Eh, il y a tellement de résonance dans ce que tu dis, puis on dirait que, je sais pas, je connaissais pas ce bout de l'histoire, donc je le découvre en même temps, c'est pour ça je une émotion. Mais tu sais, vraiment cette résonance avec ce que tu partages en lien avec les souvenirs, puis je trouve que c'est significatif, ces souvenirs que tu as où tu es avec, tu es entouré, tu es dehors, parce que tu parles beaucoup que tu es dehors finalement, tu es dans cette créativité, cette pleine créativité, tu es en vie. C'est drôle parce que je me suis souvent posé la question, et c'est très personnel, mais pourquoi est-ce que je me souviens pas tant de ce qui s'est passé à l'école? Pourquoi ce dont je me souviens, c'est comme des bribes de souvenirs par-ci, par-là, très précis, qui ont l'air de rien, comme dans une petite cabane avec mon ami en train de comme jouer à faire le thé ou des choses comme ça. Mais Mm. pourquoi c'est noir? Alors, merci parce que déjà, en Mm. débutant cet épisode, il y a comme tellement une résonance forte, même par rapport à la sensibilité que tu partages, à ce bouillonnement qui n'est pas Mm. extérieur, mais qui est bel et bien intérieur. Je pense qu'il y a comme une validation que tu me donnes sans le savoir. Fait que, merci, puis excuse-moi, je te laisse continuer je ne sais pas si tu avais fini de te présenter, mais je te laisse continuer. Écoute, non, ça me fait plaisir qu'on soit dans l'échange, en fait. Moi, j'ai plein de questions pour toi aussi. Parce que je pense qu'on a des valeurs communes, puis peut-être une partie, en fait, de mon parcours que j'ai pas parlé souvent, puis je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens au courant, mais quand j'ai vu tes champs d'intérêt pour l'entrepreneuriat social, puis même ton dernier invité qui était sur la communication responsable, en fait, ce qui est arrivé dans mon parcours, c'est que en sciences, j'étais 5 ans, au secondaire, j'étais en sciences pendant 5 ans. Mm. Puis j'avais comme eu l'intuition que le parcours qui faisait du sens après, c'était les sciences pures, puis éventuellement la médecine. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'était ça la direction. Puis même très jeune, au secondaire, j'avais eu un message qui me disait comme si tu vas en médecine, tu vas être malade. Mm. Le rythme de vie, le contexte même d'études de ce domaine-là est pas bon pour toi. Puis j'ai décidé d'aller en arts et lettres après, puis j'ai switché de domaine. Puis j'ai étudié en cinéma, puis après je suis allée en production. Puis, tu sais, je sais que ça revient beaucoup, beaucoup dans ton travail, la quête de sens. Puis Mm. j'étais tellement heureuse de le lire parce que j'étais comme, c'est ça. On parle toujours, tu sais, on veut ramener du sens dans le mouvement, on veut ramener du sens dans la vie quotidienne. Puis c'est dur parce que c'est pas à l'école qu'on parle de quête de sens, c'est même pas des fois au travail. Mm. La quête, c'est sur la performance de manière vaste, on attribue des chiffres, mais le sens réel, fait l'exemple concret, tu sais, j'ai étudié en production pour créer des œuvres culturelles ou médiatiques. Après, je m'en vais travailler en pub, puis j'aime mon travail, c'est créatif, justement, la pub, puis il y a Mhm. des gros budgets. Fait que là, c'était comme, wow, OK, on a un pouvoir d'action, on peut faire plein de choses, tu sais. Mais je m'assois devant mon bureau de travail, puis je suis comme, hey, je suis en train de vendre des chars, tu sais. Ouais. Je suis Ah en ouais. train de. Le bureau à côté de moi, ils vendent du coke. Genre. Je suis comme, c'est quoi le sens de nos actions? Puis je réalise qu'il n'y avait aucune réflexion par rapport à ça à cette époque-là. Je pense que c'était en 2011. Puis la communication responsable, c'était comme faire du pro bono pour un musée ou une cause.
Mhm. Mais l'idée qu'on était en train de promouvoir de la scrap, c'était pas réellement questionné, puis j'étais pas capable de m'allier à cette énergie-là dans le milieu, même si j'adorais, tu sais, il y avait des belles personnes autour de moi. C'était juste étrange pour moi que le niveau de discussion n'était pas sur des valeurs fondamentales, puis de dire, mais qu'est-ce qu'on veut promouvoir dans le monde? Mhm. Puis j'ai décidé à ce moment-là de retourner à l'école pour faire une maîtrise. Puis j'avais l'intuition aussi que j'avais un besoin de communauté, puis de m'entourer de personnes avec des valeurs similaires. Puis ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Fait qu'ironiquement, mon parcours scolaire, je pense que mon enfant va peut-être pas vivre le mien. Moi qui me dise, maman, je veux aller à l'école. Si, il me le demande, ça sera faire. Mais moi, je pense que je ne me suis pas épanouie avant la maîtrise, sincèrement. Puis réellement. Puis c'est là aussi que par le mémoire, je pouvais choisir le thème de ce sur quoi j'allais travailler. Puis j'ai décidé de faire un mémoire sur la communication responsable. Oh, wow. OK. Ah, c'est drôle qu'on se... Puis, euh, puis c'est ça en 2012 à l'époque. Puis dans le fond, en marketing, il y a une grande obsession sur le consommateur, de comprendre sa Mhm. psychologie pour comprendre comment mieux lui vendre. Puis moi, je me disais, bien, je suis intéressée par la perspective de l'entrepreneur. Parce que le marketing en gestion, dans des écoles comme HEC, tu es formé pour être un gestionnaire marketing, souvent dans une grande entreprise. À Parfait. ce moment-là, l'entrepreneuriat n'était même pas tant un sujet. Là. Le département d'entrepreneuriat a été créé après ma maîtrise. C'est comme pendant que je finissais ma maîtrise. Fait que la discussion, c'était apprenant à être un gestionnaire. Puis moi, je me disais, hey, je suis curieuse de savoir comme l'entrepreneur, lui, qui porte le projet puis qui doit honorer ces valeurs-là au sein de son entreprise, comment il fait. Fait que je faisais un mémoire sur les modèles d'affaires d'agences de communication responsables. Mhm. Puis à cette époque-là, au Québec, on voulait les pionnières de la francophonie. Puis à ce moment-là, au Québec, il n'y avait pas un échantillon assez grand, fait que j'étais allée le faire en France. Euh, Puis le concept de modèle d'affaires commençait à être populaire en entrepreneuriat. Fait que je ne sais pas si dans tes outils d'accompagnement, justement, vous en parlez beaucoup. Oui, puis ben, on en parle du modèle d'affaires, mais tu sais, on en parle dans une perspective où justement, il n'en existe pas un seul, ou il n'en existe pas 10, il en existe autant qu'il existe des humains sur Terre. Donc, Mhm. et tu vois, l'idée, c'est pas juste d'être centré sur le consommateur, mais d'être centré sur toutes les dimensions, donc sur soi, sur ce retour à soi, sur nos valeurs, sur ce qu'on porte en soi, sur notre essence. J'aime dire que c'est notre essence. Sur les autres aussi, c'est quel lien social est-ce que ça peut créer, quel lien on crée avec l'autre au travers ce modèle d'affaires qu'on crée, justement. C'est à quel besoin Mhm. on répond, mais vraiment sincèrement, du fond du cœur, en profondeur. Et la conscience aussi du vivant autour de nous. C'est comment est-ce qu'on contribue à cette société qui se transforme, puis qui est en vie justement, en fait, avec cette entreprise, avec ce modèle d'affaires, l'idée c'est de soutenir la vie sur Terre, la vie en nous, la vie autour de nous. Fait que oui, on parle de modèle d'affaires, mais alors Mhm. pas du tout de manière conventionnelle, je te dirais. Ouais. Ben, c'est ça le cœur de la responsabilité sociale, du développement durable, ou c'est de dire qu'il y a d'autres paramètres de succès que faire l'argent. Ouais. Puis moi, ma conclusion après avoir passé comme 4 ans sur ce sujet-là, c'est que si une entreprise a l'argent comme but ultime, elle va le faire au détriment de tout le reste, genre. Puis Mhm. elle va justifier ses actions pour ça. Puis c'est ça ma réalisation, c'est qu'il n'existe pas de communication responsable si l'entreprise n'est pas pleinement responsable. Tu sais. Puis d'aller au-delà du discours, du marketing vert, du social washing, de dire comme est-ce que fondamentalement l'entreprise qu'elle apporte dans le monde est bon. Puis, Mhm. fait que j'avais cette, cet double intérêt-là pour la communication, mais aussi pour l'entrepreneuriat que je vois ça comme un acte purement créateur aussi, tu sais, à HEC, encore une fois, par une espèce de magie, ce que je parlais dans mon mémoire, que, tu sais, je pense que presque personne lirait normalement, tu sais, comme plein de toutes sortes de mémoires. Mais je travaillais sur l'outil de modèle d'affaires alors, au même moment où c'est un outil qui explosait dans le monde de la start-up qui était lui-même en explosion. Fait que j'avais une espèce d'utilité par mes recherches. Puis, j'ai croisé sur mon chemin un chargé de cours qui j'étais supposée corriger ses examens, puis il m'a juste donné de plus en plus de place pour
développer du contenu court avec lui sur la créativité puis l'innovation. Puis, c'est là que j'ai vraiment découvert que toute notre créativité peut servir à faire de l'art, faire de l'artisanat, faire toutes sortes de projets, mais je réalisais que moi, l'entité sur laquelle j'avais envie d'agir, c'est celle d'une organisation. Mhm. Puis de dire, je crois que ça peut exister une compagnie à but lucratif avec une mission sociale. Fait que c'est comme devenu mon créneau. Mais là, la question de, OK, mais la mission de quoi, tu sais? Sur Ouais. quoi je travaille? C'est presque étourdissant le nombre de problèmes qu'il y a en ce moment dans la société. Je pense que pour des personnes sensibles, puis je ne sais pas si tu reconnais là-dedans, c'est comme, il y a tellement de problèmes que ça peut devenir paralysant. Ouais. Ouais, mais c'est soit on paralyse, soit il y a quelque chose que ça fait émerger, puis ça pousse à l'action. Tu parlais d'espoir hors antenne. C'est cet Ouais, espoir-là où tu te trouves dans quelque chose, où tu dis, mais parmi tout ça, c'est ça que je ressens qui est ma place dans l'instant. ouais, C'est peut-être pas la même demain. Dans l'instant, c'est ma place, puis c'est ce moment-là, cette réalisation-là qui fait qu'on agit, on retrouve cet élan d'agir-là. Et puis donc, ouais. tout à l'heure, dans ta recherche, à quel moment est-ce que ça fait sens, puis que tu te retrouves à te dire, ben, ce que j'ai envie de porter, c'est ça. Comment ça Hmm. se passe à ce moment-là pour toi? J'avais, dans ma quête, je pense, d'authenticité, je pense que pour moi, une des facettes de la communication responsable, c'est une grande transparence. J'aime beaucoup les compagnies qui sont très, très transparentes sur leur processus créatif. Encore une fois, j'aime voir le behind the scenes. Je me disais, pour moi, me sentir intègre, je ne peux pas juste enseigner l'entrepreneuriat, il faut que je crée un projet. Il faut que je comprenne qu'est-ce que ça implique. Euh, Fait que j'aimais le challenge intellectuel à l'université. Tu sais, si tu me demandes qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, c'est rare, je réponds. Ce que je répondrais, c'est développer des modèles conceptuels. Hmm. Mais personne comprend. Il y a très peu de personnes qui comprendraient ça si je mettais ça sur ma carte d'affaires, mais à l'université, j'avais un réel plaisir à comprendre des modèles d'action. Puis, fait que quand je sentais qu'éventuellement, j'aimais ce que je faisais, mais ce n'était pas suffisant, il Hmm. fallait que ça fasse du sens, puis que j'ai commencé à réfléchir à, OK, mais sur quoi moi je travaillerais, puis ça a donné à une époque, j'avais fait pendant mon bac un cours de communication et santé. Ouais. Puis cette prof-là, je l'adorais parce elle adorait son domaine, puis elle m'avait fait réaliser que justement la communication peut être utilisée pour changer des comportements, changer des habitudes. Hmm. Puis, puis je pense que là, il y a de quoi, tu sais, j'avais réalisé que c'est vrai, pendant ce cours-là, on avait étudié un épisode de Friends Ah! où celui où Rachel puis Ross apprennent que Rachel est enceinte. Je sais pas si tu as écouté l'émission. Puis lui, il Quelques capote épisodes. parce que. Ouais, c'est ça. Lui, il capote parce qu'il dit, hey, mais pourtant, on portait un condom. Puis là, elle dit, ah, mais c'est juste, ça marche juste à 99%. Hmm. Puis il y a eu des études scientifiques, je pense, sur cet épisode-là pour prouver que les jeunes savaient plus le taux de performance des condoms grâce à l'émission Friends que par n'importe quelle campagne de santé publique. Ah ouais, ouais. Euh, Fait que là, mon côté aussi cinéma puis narratif, j'avais fait, ah, OK, les gens, je sais pas si la santé va s'améliorer par plus de campagnes Mhm. impersonnelles pour dire aux gens quoi faire. Il y a une autre façon de raconter des histoires puis d'inspirer à l'action. Je n'avais pas encore les réponses à ce moment-là, mais cette idée-là que des œuvres de culture populaire avaient eu cet impact-là sur les jeunes, parce que premièrement, ils sont écoutés, mais aussi dans la façon que l'information est amenée. Puis c'était pas ça le but de l'émission, en fait. C'était pas un cours de morale Oui, sur la voilà. sexualité, là, tu sais. C'est un peu Euh, finalement quelque chose qui est arrivé un peu au hasard au fil de ce qui a été créé, pas du tout pour ça en fait, donc de manière exactement. très informelle. Fait que c'était comme resté imprégné dans mon cerveau qu'il y a une façon de communiquer qui résonne plus que d'autres méthodes. Puis j'avais comme laissé ça dans mon cerveau. Mais ce lien-là aussi avec la santé, de dire, aïe, aïe, on a le pouvoir par nos mots, par nos actions, de dire, quelqu'un va changer son action en entendant ce que je dis ou en voyant ce que je fais. Tu sais, il y a quelque chose qui me semblait presque irréel de ça, de dire, oh, wow, OK, c'est comme il y a un pouvoir, il y a quelque chose là, tu sais, il y a quelque chose qui m'interpelle là. Puis le, le monde du mouvement, de l'activité physique a comme fait son chemin dans ma vie aussi, mais c'est comme une autre histoire. Fait que je sais pas, avant d'embarquer dans cette portion-là, si tu avais
des interrogations. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est drôle parce que là où tu nous amènes dans toute cette communication responsable. Puis, tu sais, quand tu mentionnes Friends, c'est juste, je me demandais si on partageait cette vision-là, mais tu sais, pour moi, quand tu parles de cet épisode, ce que ça me dit, c'est qu'on voit des gens qui sont en train de vivre un peu leur vie quotidienne. Puis, tu sais, il se passe de quoi dans leur vie quotidienne. Puis, tu sais, c'est cette idée-là que, en fait, et tu l'as dit, hein, on n'enseigne pas les choses. Tu l'as dit, toi, tu avais besoin de vivre la chose pour être capable, c'est d'en parler et tout ça. Mais c'est cette idée aussi que, justement, quand on se ramène au sens, il y a ce côté-là où finalement, on incarne le monde en soi, on incarne cet exemple-là qu'on vit et Mm, cette créativité-là, finalement. Et c'est cette manière-là qui se transmet, puis c'est cette résonance-là, cette expérience qu'on va créer avec l'autre au moment de tout simplement être qui on est, puis de vivre la vie qu'on mm, vit. Et je trouve que là, ben justement, je sais même plus si ça s'appelle de la communication, mais pour moi, c'est carrément de l'ordre de la transmission. mm, Est-ce que toi, c'est quoi ta nuance entre communiquer et transmettre? Puis là, la question est comme un peu sortie de nulle part, mais mhm, je trouve ça nous amène à ça beaucoup. Moi, ça m'a amené à ça. Je veux pas communiquer, je veux transmettre. mm. C'est vraiment puissant ce que tu dis, puis c'est drôle, en fait, tu me fais réaliser que j'ai comme œuvré dans le monde de la communication multimédia ça fait plus que 10 ans maintenant, tu sais, puis je me reconnais pas pleinement dans ce mot-là. Puis Hmm. récemment, le mot transmission est revenu, comme venu dans ma vie, fait que c'est comme une belle synchronicité avec ce que tu dis. On a reçu au podcast et aussi dans notre abonnement en privé, dans notre abonnement pour les gens du clan Vivace, Philippe Jeté, qui est comme un médiateur en tradition vivante. D'accord. Puis il me disait, qu'est-ce qui crée la continuité d'une génération à l'autre? Puis c'est la transmission. Il faut que les traditions soient vécues. Fait que tu le nommes, il faut que ce soit vécu et il faut que ce soit partagé. Oui. Puis lui, il m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que mon côté intellectuel, justement, en mode scolaire, que cette vision-là qu'apprendre, c'est emmagasiner du savoir puis le vomir sur une page, ce qui est complètement ridicule. Parce que je pourrais partir sur cette tangente-là, mais c'est juste ridicule que notre vision de l'éducation, c'est ça. En fait, c'est lui qui m'a fait réaliser que pour redécouvrir les modes de vie ancestraux, pour honorer le passé de l'humain puis essayer de le revivre de nos jours. Le but, c'est pas juste de documenter puis de mettre ça dans un livre en images puis un livre qui va finir sur une tablette. Il y a une partie de moi qui veut ça comme une espèce, faire un beau petit scrapbook de toutes mes découvertes. Mais il m'a fait réaliser il faut les vivre. Puis c'est en les vivant même que nos enfants, les gens directement dans notre entourage, vont les absorber, les imiter. Puis, par extension, les médias sociaux peuvent permettre en partie cette transmission-là parce qu'on capte en image un moment de vie, puis là, il est rediffusé ailleurs, puis les gens peuvent le voir ailleurs dans d'autres lieux. Mais, ouais, fait que le mot transmission, je suis de ton bord, là, c'est vraiment beau. Oui, puis je trouvais que ça résonnait tellement plus avec ce que tu partages depuis tantôt. Oui, voilà, tu l'as dit, c'est quelque chose qui doit être vécu pour être transmis, puis c'est parce qu'on voit faire quelque chose. Mais il y a quand même un point, tu sais, que tu as dit, toi, tu aurais cette tendance à vouloir tout rassembler, les savoirs dans un truc, dans un petit livre. Ça. Mais je pense qu'il y a ce côté-là à pas négliger, c'est parce que je crois qu'il y a quand même des personnes qui ont peut-être ce côté rationnel en ce moment, qui est plus ancré dans leur façon d'être et qui ont besoin du fameux scrapbook. Et il y a Ouais. d'autres personnes qui ont besoin d'autre chose. Puis ces personnes-là qui auront découvert le scrapbook, parce que c'est le Mhm. rationnel qui parle d'abord, auront cette opportunité d'accéder à ce savoir-là. Fait que, tu sais, je parle souvent comme en entrepreneuriat, on a oublié de Mm. mêler le rationnel puis l'intuitif et tout ça, le rationnel puis le sensible. Mais je pense que les deux ont leur place, autant Mm. pour Scrabble que cette façon de vivre que tu communiques au travers des parcelles de vie, au travers des petits moments que tu vis. Mm. Ouais, c'était ce point-là qui me venait que les deux ont leur place finalement, parce que les deux nourrissent l'autre, puis les deux ne parlent pas aux mêmes personnes qui sont rendues à un moment X ou à un moment Y dans cette évolution-là de pensée, qu'on peut Oui. transmettre de toutes sortes de manières. Ouais. Non, tu as tout à fait raison. Puis j'adore les livres, by the way. Je veux pas non plus dénigrer les gens qui ont l'ambition d'écrire un livre. J'adorerais écrire un livre un jour. Puis
Même avec Renard dans le temps, parce que Viva s'appelait Renard avant, on avait un club de lecture. Puis justement, dans mon envie de développer des bons modèles conceptuels, la qualité des idées que tu utilises pour façonner ta vision du monde est super importante. Fait que justement, j'étais comme un rat de bibliothèque où constamment, j'ai des nouvelles lectures pour comme rajouter des petits morceaux à ma vision du monde. Je pense que dans mon cas particulier, c'est que je sentais qu'une dérive possible pour moi, c'est de travailler des heures dans la noirceur, en guillemets, Mm. sans m'exposer ou sans réellement agir, mais vraiment juste l'acte intellectuel d'écrire des choses. Mais l'acte d'écrire, c'est un acte créatif quand même. Fait que, tu sais, on apprend et puis c'est dans l'action, mais ça peut être quand même passif. Dans la façon que c'est enseigné à l'école, je trouve que ça peut être un acte passif où on est déconnecté du sujet qu'on aborde. Puis c'est peut-être un peu ça la maîtrise que tu vis un petit peu, c'est comme c'est excessivement enrichissant, mais j'ai quand même passé 4 ans sur un dossier, puis j'ai publié cette chose-là qui n'est pas nécessairement vivante. Tu sais, si les gens ne le lisent Mhm. pas en retour, c'est pas une œuvre qui est vivante. Fait que je pense que mon intérêt, quand je me suis dit, est-ce que je continue au doctorat, tu sais, je suis comme le modèle parfait scolaire, est-ce que c'est ça ma place? Est-ce qu'il est là le savoir dans l'université ou est-ce que le savoir, finalement, il est entre nos mains? Mhm. Puis, est-ce que le message que je vais envoyer aux gens, c'est que tu as besoin d'un doctorat pour agir dans la vie ou est-ce que c'est dès maintenant, peu importe ton statut, en fait, moi, je m'en fous du diplôme, c'est tu as une vie puis tu peux agir dessus. Fait que j'ai décidé de ne pas continuer dans le modèle universitaire puis de me lancer dans l'entrepreneuriat en me disant comment est-ce que je veux transmettre. Puis, dans ce rêve-là d'un jour écrire un livre parce que je trouve ça beau, puis c'est aussi on transmet de cette façon-là, mais c'est de dire ce livre-là va être basé sur ce que je vais avoir vécu. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que tu as une infolettre où tu partages tes émotions, tes réflexions du moment, mais moi, c'est un peu la même chose de dire je vais documenter ce que je vis au fur et à mesure par cette infolette-là. Ça Ouais. construit ma pensée, mais je suis déjà dans le partage au lieu de me dire dans 20 ans, mon livre va être parfait. Puis, je sais pas, Exact. c'est. Ouais. Oui, oui, oui. Puis finalement, c'est comme ce que tu vis au quotidien. On fait toutes les deux, je pense, on vit des choses au quotidien, on les partage très humblement, avec beaucoup de transparence. Puis ça nourrit quelque chose en nous dans le moment, puis ça nourrit une réflexion qui va être plus profonde, puis que aussi, chaque personne qui nous lit va recevoir d'une manière ou d'une autre selon à quel point elle est rendue. Donc, non, je suis totalement Hmm. d'accord. Puis, c'est, j'irai pas dans cette direction nécessairement tout de suite, qui est en lien avec l'éducation, mais je suis tout à fait d'accord que je pense que même par rapport à nos enfants, le système éducatif d'aujourd'hui, d'être assis sur une chaise, puis qu'on te remplisse le cerveau de choses à apprendre, ça marche pas. Puis ça n'a pas marché pour moi dans ma scolarité. Puis je pense que je me retrouverai jamais dans ce modèle-là d'éducation. Ce que je voulais plus dire, puis je pense que tu l'as bien nuancé, c'est que les livres vont servir à quelque chose, mais quand tu écris un livre, d'être celui qui a vécu les choses dont tu Hmm. parles, que tu as envie de transmettre dans ce livre-là, ça a bien plus de valeur finalement que de Hmm. transmettre des savoirs théoriques que tu as pu recevoir par bribes, par-ci, par-là. Fait que je trouve que ça met beaucoup de nuances Hmm. ouais, dans ce que j'ai dit. Puis là, donc, tu parlais que fait que t'es dans cet élan-là de transmettre, et puis il y a le côté santé qui vient beaucoup te chercher. À quel moment ce lien entre transmission, santé, et puis à quel moment le mouvement fait son apparition? Hmm. C'est une grande question, puis tu me fais réaliser qu'on dirait ce qui émerge en discussion ensemble, c'est que ma vie, j'étais beaucoup dans l'intellect, tu sais, dans le parcours scolaire, dans l'intellectuel, puis dans ma vision de la communication, du partage, je voulais partager des idées. Mhm. Fait que, tu sais, je vois le monde en images puis en concept, fait que je voulais partager ces idées-là. Puis, en étant invitée à discuter avec d'autres personnes dans des podcasts ou dans des conférences, ça m'obligeait, moi aussi, à raconter ma propre histoire, Mhm. puis de connecter que mes choix puis ma vision du monde est liée aussi à ce que j'ai vécu, justement, mais c'était séparé. Tu sais, il y avait le monde des idées, puis il y avait la vie réelle ou la vie des émotions, tu sais, c'était pas relié. Puis c'est en me préparant pour une des entrevues avec Enfanter l'évolution que ça a vraiment émergé que justement dans mon enfance, ce lien d'attachement-là que j'avais avec mes grands-parents, j'avais même pas réalisé à quel point leur souffrance de fin de vie, comme beaucoup de personnes âgées vivent en ce moment. Ma grand-mère souffrait d'Alzheimer, puis elle a décliné malheureusement. Elle a vécu un déclin sur, je pense, 15 ans. Euh, L'empreinte que ça a eu
sur moi, de voir des gens souffrir puis d'avoir un sentiment d'impuissance par rapport à ça. Mes grands-pères, en fait, mes grands-mères ont vécu des cas un peu similaires, mais mes grands-pères, les deux sont, à mes yeux, morts prématurément dans des problèmes cardiaques. Puis justement, que tu as ces gens-là dans ta vie tous les jours, puis un jour, ils disparaissent, tu sais. Ouais. Ma mère vient me voir dans ma chambre, puis elle me dit, ton grand-père est décédé, tu sais, puis qui disparaît, là, puis on n'a plus de lien à la... Il n'y a plus de rituel de deuil outre aller à un salon funéraire, ce qui est aussi complètement pas naturel et bizarre, mais puis du jour au lendemain, cette personne-là disparaît de ma vie, puis je comprends pas exactement pourquoi, puis je pose la question, comment faire, les choses auraient pu être différentes. Puis je pense que c'est ça, l'enfant en moi voulait sauver sa famille, voulait sauver d'autres personnes de vivre ce qu'ils ont vécu. Puis là, je vais pleurer Je devant pense que ça. je vais pleurer avec toi. Puis de dire comme c'est ça la vie qui nous attend, tu sais. Puis il y a une partie de moi, c'était comme évident qu'on pouvait faire autre chose, tu sais. Puis c'était étrange que la discussion collective soit pas autour de évidemment, ces morts-là auraient pu être évitées ou les conditions pourraient être autres. Puis dans une de mes discussions, en fait, c'est aussi quand je me repensais à pourquoi le mouvement, dans tous les piliers de bien-être, tu sais, on les passe au peigne fin ces temps-ci, hein, tu sais, la gestion du stress, le sommeil, l'alimentation. Pendant des années, l'alimentation, c'était comme la reine de... Oui, oui, oui. Ouais, on les de dire décortique chacune à leur tour. de dire pourquoi le mouvement, puis c'est pas une décision pleinement rationnelle, en fait. J'ai mis le doigt sur le souvenir qui fait que c'est allé vers ça, c'est que j'étais assis avec mon frère, puis on essayait de faire un plan de match pour aider ma grand-mère en disant, aider mes parents à aider ma grand-mère aussi, de voir comment on peut se concerter en famille. Mm. Tu sais, j'étais prête à un moment à laisser mon appart puis qu'on vive ensemble. Euh, en tout cas, fait que j'ai essayé de réfléchir à tout ce qui était possible. Puis mon frère m'avait dit, tu sais, Marc-Claude, pour l'Alzheimer, au lieu d'avoir des grands protocoles de stimulation intellectuelle ou avoir des pilules, mon frère est prof d'éduc. Il Ouais. dit, ce que j'ai lu qui est le plus efficace pour diminuer le déclin cognitif, c'est la danse sociale. Mm. Oh. Puis Pourquoi? lui, parce que c'est un type de mouvement puis d'activité qui est ultra riche Mm. sensoriellement. Tu sais, tu es en mouvement, mais en suivant un rythme d'une Ouais. musique qui t'amène des bienfaits à tellement de niveaux. Mhm. Tu dois te synchroniser avec d'autres humains aussi. Tu sais, tu es entouré d'autres personnes, sûrement probablement, éventuellement des personnes que tu finis par connaître. Fait qu'il y a une sécurité aussi au niveau de ça. Euh, Puis ça l'avait mis dans mon esprit comme ah, OK, la solution ne sera pas dans des meilleures pilules, puis la solution ne sera pas dans des meilleures technologies pour stimuler le cerveau, des petits exercices de sudoku évoluer pour genre Mm. garder une personne âgée qui est enfermée dans une salle puis lui donner un moindre espoir de stimulation intellectuelle. C'est pas là que la société doit s'en aller, tu sais. C'est de recréer des moments ultra riches et nourrissants, tu sais. Puis finalement de juste revivre ce qu'on est supposé vivre. Ouais, de revenir à, tu sais, à l'essence de pourquoi est-ce qu'on est en vie. Exact, oui. Et c'est vraiment beau ce que tu partages, puis je trouve ça très émouvant parce que tu fais un rappel de plus pour en tout cas les entrepreneurs qui écoutent que le sens, il se trouve pas dans mille et un exercices que tu peux faire sur trouver ta vision, trouver comme... Ça se trouve dans des moments intimes de ton quotidien que tu as pu vivre à un moment donné, puis qui a créé cette Mm, crainte-là. ouais. Puis je trouve que tu le communiques tellement d'une merveilleuse manière, puis tu nous ramènes aussi que finalement on est dans une société qui, qui est tout le temps en train de parler de maladies. Il faut comme trouver des solutions aux maladies, Mm, trouver des remèdes aux maladies, mais on n'est pas dans une société aujourd'hui qui valorise la santé, c'est la santé globale, mm, la santé durable. C'est ce que j'entends aussi au travers de ce que tu dis. Puis résonance par rapport avec la danse sociale, parce que mon mari et moi, ben, on danse, la salsa, mm, tout ça. Puis on s'est rencontrés là.
Et Hmm. puis, je me rappelle comme il y avait quelque chose dans nos corps, il y avait vraiment, c'était une forme de méditation pour nous. Alors, beaucoup de résonance dans ce que tu dis, c'est pas du tout en lien avec le rapport avec Oh. l'Alzheimer, mais encore de la résonance par rapport au lien qu'il y a entre nous. Hmm. Et justement, tu sais, donc dans les partages que vous avez eus en famille pour essayer justement de sauver la famille puis de voir ce qui aurait pu être évité, donc il y a la danse qui est arrivée, donc cette idée d'être en mouvement, cette idée de recréer des moments pour être en mouvement dans le quotidien. Quand toi, tu t'es déposé, donc intellectuellement là-dedans parce que tu sais, c'est arrivé dans quelque chose de très intime qui n'était pas du tout rationnel. Mais à un moment donné, je sais pas, est-ce que tu t'es déposé intellectuellement pour te questionner sur qu'est-ce que c'était pour toi le mouvement? Parce que j'aurais le goût, justement, vu que cet épisode, l'idée, c'est de parler aussi de mouvement. Ouais. Quoi, ta définition? Parce que, tu sais, moi, je l'ai dit, c'était un peu comme pêle-mêle de ce que ça me faisait ressentir. Mais à ce moment-là, quand tu réalises ça, tu te questionnes par rapport au mouvement. Pour toi, c'est quoi? C'est intellectuellement Hmm. et dans le ressenti aussi, à deux niveaux. À cette époque-là, je pense que comme tout le monde, j'avais la vision que le mouvement, c'est l'activité physique. Tu sais, Mm. même si la danse, c'était un art, puis c'était quelque chose de... Moi, je venais du monde plus du sport, là, puis... Oups, 2 secondes, je pense que Vince, il pique dans la fenêtre. Je veux juste... Tu fais-tu des fois du montage, juste couper des petits bouts dans l'entrevue ou... On s'est Hmm. interrompu quelques minutes, on a mis sur pause parce qu'il y avait une belle lumière sur le visage de Marie-Claude. Et puis, on voulait continuer à réussir à se regarder. Fait qu'on était parti dans ce que ça représentait pour toi, d'être en mouvement, avec tout ce que tu avais pu vivre autour du mouvement. Puis, autant justement intellectuellement, tu parlais que pour toi, c'était de l'activité physique au départ, le mouvement. Hmm. Qu'autant dans le ressenti, comment ça pouvait s'être transformé aussi, cette définition que tu avais du mouvement. Puis peut-être, tu sais, j'ai envie de te demander, ça a été quoi, mettons, les grandes étapes où cette définition-là a évolué, c'est dans ce que tu as pu vivre. Oui. Ah, c'est bon de parler d'évolution. C'est ben, un des premières étincelles qui m'a amené à l'extérieur du monde d'activité physique, c'est quand je lisais les études sur le fait que, bon, la population en général est de plus en plus sédentaire, mais la clientèle plus spécifique des enfants, c'est du point de vue de la santé publique, c'est particulièrement alarmant de se dire que des enfants qui ont fondamentalement envie de bouger ne bougent plus suffisamment. Puis, qui étudie cette littérature-là, tu comprends que les facteurs sont connus. C'est pas que les enfants font pas assez d'exercice, qu'ils vont pas assez au gym, c'est qu'il y a une disparition importante du jeu libre chez les enfants. Fait que le jeu libre extérieur, entouré d'amis, justement, que c'est pas dans des activités planifiées par les adultes avec un objectif déterminé, que c'est pas dans une perspective de performance. Euh, des études qui commençaient à démontrer même que la spécialisation sportive trop tôt finissait par mener à des burn-out d'athlètes. Mm. Fait que le modèle, encore une fois, le modèle d'action, d'encourager les enfants à bouger juste par le sport, c'est un peu un cul-de-sac parce que si jamais l'enfant décroche du monde sportif, c'est, il ne sait pas comment être actif dans le reste de sa vie, c'est dans son mode de vie. Fait que souvent, ça amenait quand même à des adultes sédentaires. Puis là, on réalisait que les jeunes filles sont moins actives que les garçons déjà. Puis une jeune fille inactive a plus de chances d'être une adulte inactive, puis une adulte inactive a plus de chances d'avoir des enfants inactifs. Fait que, tu sais, on est sur une espèce de roue où l'inertie, moi j'aime mieux le mot inertie que sédentarité, est partagée de génération en génération, en fait, parce que justement, la transmission est pas là. Puis le modèle de transmission par le sport ou l'activité physique ne fonctionne pas pleinement, même si, en fait, toute dose d'activité physique est bénéfique. Tu sais, ça, c'est reconnu aussi. Toute dose est bénéfique, mais les doses en ce moment auxquelles on bouge sont comme pas suffisantes. Mm. Ouais. Puis Parce qu'il c'est y a tout juste un enjeu. l'activité Ouais, physique, ouais. finalement. Il n'y a pas comme l'à côté de genre, si tu arrêtes de jouer au foot, ben, tu fais plus rien. Il n'y a plus rien, c'est ça. Fait que là, du point de vue de la santé publique, le discours, ça va être de dire qu'il faut amener les gens dans les transports actifs, tu sais, commencer à bouger dans leurs déplacements, transporter des sacs d'épicerie, parquer le char plus loin. Fait qu'il y avait ces petites choses-là qui indiquaient que c'est ça un mode de vie actif ou jardiner. Euh, mais tu sais, du point de vue de l'enfance, de dire, aïe, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, de juste jouer dehors, c'est ça. C'est ça la base, base, base.
même dans les modèles d'action pour développer des athlètes et une population active, la base pendant des années de l'enfance, c'est le jeu. C'est juste bouger par le jeu. Puis éventuellement, tu tombes dans un enseignement plus technique. Mais tu sais, tu peux, comment dire, tu peux apprendre à kicker un ballon sans jouer au soccer. C'est de déconstruire. Il y a une belle approche sur le développement de la littératie physique. De dire, on n'est pas là pour développer des athlètes d'un sport, on est là pour développer des gens qui sont habiles à bouger de plein de façons. Puis ça, c'est comme quand tu apprends des mots, mais après, tu as la capacité de recombiner ces mouvements-là pour faire l'activité qui te plaît. Puis c'est ça qui fait aussi, si tu te concentres sur des choses que tu aimes, tu te sens compétent, puis tu trouves ce que tu aimes, puis que tu vas avoir envie de le perpétuer. T'sais. Fait que ça, c'était là, c'est une vision multidisciplinaire où on déconstruit les disciplines. Ça me parlait énormément. Puis ça résonnait avec ce que j'avais vécu. Fait que j'ai poussé les recherches dans cette lignée-là. Puis à un moment donné, une des personnes que j'ai découvertes qui a changé mon existence, c'est une biomécanicienne américaine qui s'appelle Cathy Bowman. Puis elle a poussé ça encore plus loin. Elle disait, ce qui nous manque au quotidien, c'est d'autres types de mouvements qui ont l'air banals, comme s'accroupir, Ouais. transporter des charges, porter son enfant, puis porter des choses lourdes, juste parce qu'avant, l'humain, dans notre quotidien, on devait faire ces choses-là. Là, elle a comme ouvert un autre univers de possibilités. Puis justement, dans ma perspective athlétique, tout ce qui n'était pas efficace me semblait inutile. Je voulais maximiser mon temps d'entraînement. J'allais à l'université, puis je m'entraînais dans des cadres horaires. Puis elle me fait voir que la manière qu'elle disait, c'est comme les 23 autres heures de ta journée. On dit aux gens de bouger 1 heure, mais les 23 autres heures, il y a du potentiel. Là. Oui, puis, qu'est-ce que t'en fais? Ouais. puis elle, un de ses grands intérêts, c'est de comprendre l'individu dans le vivant, l'être vivant dans son écosystème. Puis elle m'a fait réaliser que dans l'étude du mouvement, de l'activité physique, on étudie un peu l'individu comme s'il n'y avait pas de contexte. Parce que si notre vision de l'activité physique, c'est aller courir sur un tapis roulant pour brûler des calories, tu t'en fous que ton tapis roulant soit devant une télé ou soit devant un beau paysage, tu sais. Mais elle Ouais. a dit, je ne veux pas dénigrer le tapis roulant, mais c'est pas pareil de courir sur un tapis roulant que d'être dehors en nature, nu-pieds, de sentir le sol de la forêt qui change sous nos pieds, de sentir le vent sur son visage, d'être accompagné d'autres personnes. Elle a même remarqué que son enfant ne marche pas de la même façon sur un sentier battu que sur une randonnée en forêt où il y a des obstacles. Tu sais. Puis elle a amené de l'avant aussi que notre modèle, notre vision de l'humain est basée sur des humains en captivité. De dire, les sociétés occidentales, on est des sociétés sédentaires. Puis si on étudie c'est quoi la santé, basée sur des populations sédentaires en ce moment, on a une vision déformée de c'est quoi être bien. Parce qu'on est de moins en moins en santé, mais on s'en rend plus compte parce qu'on pense que c'est ça la norme. Justement, de dire c'est ça vieillir, c'est ça comme... Les gens se préparent à leur déclin cognitif, se préparent à se dire, ben j'espère ne pas finir en résidence. Puis... Mais, tu sais, de revenir à la question, comment est-ce qu'on valorise la santé quand en société, on ne sait pas exactement même c'est quoi Oui, oui, le oui. bien-être optimal, tu sais. Fait que elle me l'a comme montré c'est quoi. C'est un être. Le bien-être optimal, c'est aussi par le mouvement. C'est un besoin fondamental. Puis tu me demandais dans les questions préparatoires, c'est quoi ma définition du mouvement? Mais pour moi, c'est ça, c'est l'engagement dans le monde réel. C'est nos ancêtres, j'essaie de voir les catégories de mouvement pourquoi nos ancêtres bougeaient, tu sais, c'était pour vivre. Fait que toutes les activités, pas juste survivre. Tu sais, souvent, on pense que nos ancêtres étaient tout le temps en contexte, en mode survie, stressant, puis qu'ils étaient misérables, mais ils réussissaient à vivre, ils réussissaient à bien vivre, à être bien. Ils jouaient aussi énormément. Le jeu, c'est universel. Puis justement, ce qui nous démontre aussi qu'il n'était pas juste en mode survie, c'est que l'humain est apte à créer. L'humain est un être créateur, puis il y a toutes sortes de mouvements qui ont été oubliés, qui sont liés à la création. En fait, l'artisanat, les travaux manuels, c'est quand même populaire, mais je pense qu'on a
plus les capacités, mettons, de se construire nous-mêmes un abri Oui. ou de savoir façonner des outils. Pa- Justement, l'humain, on créait tout ce qui nous entourait. On l'avait créé ou avait été créé par quelqu'un d'autre qu'on connaissait. Mhm. Il n'y avait pas de Euh, machine, c'était vraiment comme transmis finalement de famille de génération en génération. ouais. Puis, on créait aussi dans une expression artistique et symbolique et spirituelle. Puis si tu es juste en mode survie, je pense pas que tu as l'espace pour comme embellir ton environnement. Je pense que ça demande une vie assez paisible pour être capable aussi d'aller vers ces sphères-là, puis l'humain est capable. Puis l'autre catégorie, c'est tous les mouvements en lien, moi, que j'appelle pour communier. Fait que Mhm. l'humain, fondamentalement, est un être, on est des êtres sociaux. Puis beaucoup de nos mouvements viennent aussi de notre envie de se rallier, Mhm. justement. Puis que là, c'est un mix de toutes les autres sphères, tu sais, mettons, mais la danse, tu sais, de dire, c'est pas juste de danser, souvent que c'est relié à des moments de célébration, par exemple, d'une saison. Fait que là, il y a des gens qui dansent, mais il y a des gens qui ont préparé le repas. Fait que là, il y a les gens qui ont fait la cueillette puis la chasse pour arriver à ce repas-là. Puis toute la communauté avait participé pour créer ce grand moment-là à plein de niveaux, puis tout le monde avait été participant. Euh, Vraiment ça, le mouvement, c'est une participation dans le monde. C'est pas juste je sais pas, tu sais, même notre vision de la musique, maintenant, des fois, il y a un gars sur scène en avant qui chante, puis il y a 10 000 personnes qui le regardent. Mais, tu sais, avant, l'harmonie, c'était créé ensemble, tu sais. Mhm. Nos enfants voyaient les humains qui jouaient la musique, ça sortait pas d'une boîte, tu sais. Puis c'est là que qu'on parle des mouvements oubliés, c'est que les objets se sont ajoutés tranquillement dans notre quotidien, puis on oublie avant que c'est nos mains qui façonnaient ce monde-là, puis c'est par notre corps que notre environnement se transformait. Mhm. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'on ne réalise pas non plus qu'une fois qu'on a créé une chose, un objet, une technologie, qu'on a mis une maison sur notre tête, notre environnement nous façonne en retour. Puis cet impact-là peut être positif, mais il peut être aussi, j'ai une vraie, réelle passion à analyser chaque objet qui m'entoure, puis à étudier son histoire, puis à étudier ses impacts négatifs, de dire si cet objet-là m'amène une facilité ou un confort, mais Mhm. quel mouvement ou quelle compétence l'objet m'enlève. Euh, Puis, un exemple banal, tu sais, de passer la balayeuse ou de passer un Swiffer pour laver le plancher, ça fait que tu n'as même pas à t'accroupir à terre puis à frotter, tu sais. Ouais. Justement, du point de vue marketing, il y a, tu sais, le produit qui s'appelle Scrubbing Bubbles, là. Le produit te promet qu'il va gratter par ces petites bulles magiques, Ouais, ça va gratter. ça va Magiquement. gratter, ça, ça va frotter pour toi, tu n'auras même plus à frotter, tu n'auras même plus à faire un geste. Tout l'humain, on est programmé pour sauver de l'énergie, puis le marketing le comprend très bien parce que les choses qui marchent, c'est correct, c'est dans notre nature, on veut sauver de l'énergie. Le marketing qui fonctionne bien, c'est je vais te sauver du temps, je vais te sauver des efforts immédiatement. Ben oui, parce qu'on court après le temps. Puis, ouais, Oui. après le temps, c'est gagner. Ouais. Fait Ben, que c'est vrai. souvent, mais. Ouais. Ouais, excuse, vas-y. Non, c'est juste, ça me rappelait une image parce que je revois ma grand-mère au Maroc parce que donc je suis franco-marocaine. Et puis, au Maroc, la technologie est arrivée, mais pas aussi rapidement qu'elle est arrivée dans d'autres pays, comme en France, comme ici peut-être aussi. Fait que je revois l'image de ma grand-mère qui est justement accroupie. Puis là, personne va voir mon mouvement, mais tu sais, qui fait bouger sa serpillière pour justement frotter le sol de toute la maison. Et je revois comme sa posture et son mouvement, puis je me dis, mais en fait, c'est le mouvement qu'on fait, mettons en yoga, quand on essaie de se baisser en avant pour essayer de toucher nos pieds, c'était pas quelque chose qui était comme créé au travers une activité, c'était vraiment naturellement dans le quotidien. Mais ma grand-mère, elle faisait ça tout le temps. Oui. Et c'est juste ça m'a fait venir cette image. Fait que, excuse-moi, je t'ai comme coupée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de la partager. Ah non, mais c'est magnifique, tu sais. Puis il y a des gens qui, tu sais, du point de vue occidental, peut-être qu'on regarderait ta grand-mère puis qu'on se dirait, oh, pauvre, elle, ah, faut qu'elle. Elle est penchée, il faut qu'elle bouge, tu sais. On va On se va lui casser le donner. pied.
une mop, puis elle pourra aller regarder la télé. C'est ça. Et là, la perte de sens, c'est que ces mouvements-là, l'humain est un acte créateur. On a créé plein d'objets pour nous simplifier la vie. Là, on n'a plus besoin de bouger au quotidien, puis on ne sait plus quoi faire de notre temps. Je pense que on est à la fois essoufflé, mais en même temps, il y a une espèce, je ne sais pas comment tu le perçois, mais j'ai l'impression, peut-être avec la génération plus jeune aussi, cette espèce d'anxiété-là Mm. par rapport au futur, j'ai l'impression que c'est de l'énergie qui sont pas capables de canaliser à quelque chose de créateur parce qu'on a été, j'allais dire, dépossédés de nos moyens. Tu sais, on a perdu des compétences. Je pense qu'on a un pouvoir exceptionnel, mais il y a des choses aussi, une transmission, c'est un savoir-faire qui doit être vécu pour être compris. Puis je pense que Mm. si l'humain n'est pas incarné, si notre esprit ne vit pas aussi en interaction avec ce monde matériel-là, je pense que ça crée de l'anxiété parce qu'on est connecté à rien d'autre. Tu sais, Ouais. je sais pas comment dire. En tout cas, je La ne sais pas si perd, ça en fait fait, ça. la connexion. Ouais. Faire cette connexion. Mais tu sais, tu l'as dit, on est essoufflé, mais on n'est pas essoufflé physiquement d'avoir fait un effort, d'avoir comme, mettons, tu sais, frotter notre linge ou je sais pas, construit un abri ou quoi que ce soit. On est essoufflé émotionnellement parce des fois, j'ai l'impression on ne se sent plus en capacité d'être en mouvement dans nos entreprises, Mm. dans nos quotidiens, donc pas en capacité d'agir pour le monde autour de nous parce qu'on n'arrive même plus à avoir une expérience avec ce monde qui est autour de nous. Fait que Ouais. c'est, euh, ouais, c'est ça que ça me fait ressentir quand tu dis ça. On est essoufflé, mais on n'est plus essoufflé de la même manière. Ouais. Notre âme, notre esprit vivent à un rythme qui est plus naturel. Tu sais, on est surstimulé intellectuellement, mais physiquement, nos corps ne bougent pas. Puis c'est ça qui est spécial aussi. Tu sais, on finit notre journée, on n'a pas envie de bouger. Puis en fait, on est programmé pour ne pas avoir envie de bouger inutilement. Tu sais. Puis dans tes réflexions aussi, tu sais, tu parlais tantôt de, tu sais, socialement, on parle juste de la maladie, on ne parle pas de la santé. Fait que c'est un beau puzzle de dire l'humain agit. Je pense qu'on a besoin d'agir et d'avoir un résultat immédiat. Tu sais, avant, justement, on façonnait quelque chose, on façonnait de l'argile, on voyait sous nos yeux le fruit de notre travail. Tu sais. Puis pour moi, c'est ça qui explique qu'on aime l'instantanéité de certains services de consommation parce que il y a un feedback immédiat sur notre geste. C'est comme je passe sur un bouton, j'ai cette chose-là, il y a quelque chose, je pense, c'est programmant, c'est gratifiant, mais comment est-ce qu'on promouvoit un bénéfice à long terme, tu sais, comme la santé, de dire, euh, puis un bénéfice positif et non pas d'éviter du négatif. Je ne sais Ouais, pas si dans tu ouais. sais, de dire, D'être dans le puis pour quelque chose, puis pas le contre quelque le chose. contre. Ouais. Alors que l'humain est quand même beaucoup plus réactif dans le contre, de dire évite telle maladie, évite tel malaise, évite tel bobo. Mhm. Ça parle plus. Puis si en plus la solution est immédiate, l'argent va là. Tu sais, les industries se développent parce que l'humain répond à ça. Fait que dans notre quête aussi avec Viva, c'est de dire comment on valorise la santé durable, tu sais, de dire Mhm. on ne bouge pas, nous, en disant tu vas avoir moins mal au dos, mais juste de dire tu vas vivre mieux plus longtemps. Comment on met ça de l'avant, justement, sans être dans un modèle qui perpétue le paradigme du système de santé actuel, qui est dans la guérison quand tu es en fin de parcours ou quand ça fait tellement mal que tu ne peux plus ignorer ta souffrance. C'est comme, Mhm. fait que ça, c'est dans le puzzle dans lequel on est, tu sais, puis je pense, puis l'avenue qu'on essaie d'amener, ça revient à, pour moi, la seule façon, c'est que si on redonne du sens au mouvement, puis si on dit ce que ça peut apporter aux gens, qu'à l'intérieur d'eux, ils vont reconnecter avec cette partie-là, j'allais dire leur rage de vivre, là, mais de redonner aux gens l'envie d'agir dans le monde. Puis Ouais. ça peut juste venir de l'intérieur. Puis c'est comme un autre game, je trouve, que de juste Mhm. dans le modèle de compter les jours que tu t'entraînes, puis le nombre de temps que tu le fais, mais de dire comme ce que tu disais initialement, qu'est-ce qui te fait sentir vivant, puis comment ton existence peut être dans le réel, par tes gestes, puis ça passe par ton corps, puis sortir de notre cerveau un petit peu aussi. Mhm. Ça, c'est le pari qu'on essaie de faire, tu sais, fait de, de se dire, on n'est pas là pour dire aux gens de bouger, puis je pense que comme parents, on n'est pas là pour faire bouger nos enfants. Nos enfants, ils veulent bouger, il faut juste enlever les entraves, puis on est les gardiens du cadre, de l'environnement dans lequel nos enfants grandissent. Je pense qu'il est là notre pouvoir.
On n'a pas de pouvoir sur l'enfant, mais on peut façonner ce qui l'entoure. Puis nous aussi, tu sais, de nous bouger, puis agir d'une certaine façon, puis que notre enfant va le comprendre. Tu sais. Puis c'est ça qu'on va lui léguer, en fait, c'est l'envie d'agir. Oui, il va l'intérioriser finalement en le regardant parce que ça va devenir... En fait, les enfants se fient tellement sur ce qu'on fait, sur qui on est, que ça va devenir pendant un temps leur norme. Après, est-ce qu'elle va évoluer ou non, mais il y aura quelque chose, un ancrage dès le départ qui sera celui de qu'être en mouvement, ben, Hmm. c'est beau, qu'être en mouvement, c'est en vie, qu'être en mouvement, c'est correct aussi. Parce que, tu sais, je le constate, puis même des fois, je me vois aller, je me regarde, puis il y a mon enfant qui court partout, puis à un moment donné, je m'en veux parce que ça m'agace. À un moment donné, ça va m'agacer. Puis là, je me ramène, puis je me dis, mais non, c'est pas moi assise sur mon sofa qui comme fait nécessairement la bonne affaire. C'est lui qui a un besoin de bouger, qui a un besoin d'évacuer ce qu'il a évacué. Et souvent, c'est des moments comme euh, il vit un truc assez fort émotionnellement, où il revient de la garderie, puis là, il bouge, puis là, il saute, puis là, nous, on essaie de lui dire, mais non, mais comme, oh ouais, calme-toi là. Mais non, lui, il fait la bonne chose. Il fait la chose lui permet d'évacuer. Puis nous, on voudrait qu'il l'intériorise. C'est que, ouais, je pense qu'en recommençant à bouger, en trouvant du sens dans les actions qu'on pose, on donne du sens, on valide aussi nos enfants dans ce sens qu'ils portent Hmm. naturellement et on se remet dans cet élan d'agir là. Parce que, tu sais, je trouve que souvent, il y a cet exemple qu'on donne, puis qui revient vraiment souvent, c'est que si tu es en contact avec le vivant, que tu apprends à aimer le vivant, que tu apprends à le Hmm. toucher, à le ressentir, c'est là que tu as envie de le protéger. Puis ça revient au ça, à ça, c'est vraiment un rapport avec les choses qui Hmm. t'a transformé, donc avec les objets du quotidien, avec le mouvement, avec le vivant, puis finalement, tout est interrelié. Parce que si on parle de mouvement, on parle aussi, tu le disais tantôt, c'est pas la même chose de bouger sur un tapis dans une pièce fermée que de marcher en forêt, de sentir les odeurs, d'avoir les sons des oiseaux ou de, tu sais, la neige qui craque. Hmm. C'est complètement différent. Puis là, tu sais, toi, tu parlais de justement de l'espace qu'on façonne, ben ça va finalement comme donner un autre exemple à nos enfants, puis façonner un petit peu leur expérience du mouvement. Puis j'avais envie de te poser la question parce que, tu sais, chez Vivas, vous parlez de design actif. Puis c'était une expression qu'avant vous, j'avais jamais Hmm. entendue. Tu sais, on parle de transport actif puis tout ça, mais design actif, j'avais jamais entendu. Puis, tu sais, mettons chez vous, c'est pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, ça a été quoi ces éléments justement que vous avez revus dans votre Hmm. espace qui s'apparente à du design actif? Ouais. Ben, je vais rebondir juste sur l'expression, en fait, là. Justement, dans notre réflexion de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Moi, puis Vince, on s'assoyait, puis on faisait des exercices, des champs lexicaux, dire qu'est-ce qu'on fait parce on se voyait pas comme des coachs, on se voit pas comme des entraîneurs, on se voyait même pas comme des enseignants, tu sais. Puis dans le monde anglophone, ils parlent beaucoup de la culture du mouvement. Mais Mhm. encore une fois, c'est un vocabulaire, la culture, c'est que tu agis au niveau de la société. Tu veux changer la représentation du monde d'une communauté. Fait que on est dans le nombre de foule de plusieurs personnes. Puis nous, notre obsession, c'était comment quelqu'un chez soi peut agir. Fait que, tu sais, le parent, il n'a pas besoin, lui, il fait partie d'une culture, mais il n'a pas besoin, lui, il n'a pas la charge de changer la culture, tu sais. Fait que nous, on se disait, ben, qu'est-ce qui nous ramène dans la sphère du privé, du quotidien, de la maison? Puis le mot mouvement, tu sais, je me dis, est-ce qu'on appelle ça du design pour le mouvement ou du design vivant? Tu sais, il y a peut-être des mots qui flottent encore. On a choisi design actif parce que ça existait déjà dans le monde de l'urbanisme ou de l'architecture pour des grands buildings. Il y a des réflexions, il y a même des spécialisations sur ça, sur comment designer des lieux qui amènent les gens à changer leur comportement. Oui. Mais je trouvais ça pas particulièrement inspirant ou ça se transportait pas nécessairement dans la sphère de la maison. Quand je dis que Mm. c'est pas inspirant, c'est parce que c'est dans un paradigme d'activité physique. Fait que des fois, ça se limite à fais un gym dans ton espace de bureau ou à l'échelle de la maison, ça pourrait être fais un gym dans ton garage, tu sais. Oui, c'était pas genre créer un chemin qui va permettre que pour te rendre à l'épicerie, tu passes par tu sais, genre une mini-forêt ou je sais pas trop quoi. Ça Mm. pourrait être ça, mais c'est ça.
il y avait comme une partie des mouvements oubliés qui n'étaient pas nécessairement mis de l'avant. Puis là, on se disait, il me semble que ça peut aller plus loin, puis il faut le ramener chez soi, tu sais. Puis, fait que, tu sais, l'aspect design m'interpelle beaucoup parce que pour moi, c'est ce que j'ai découvert dans le monde de l'entrepreneuriat puis de la créativité. Énormément des outils venaient du monde du design. Mhm. C'est une approche créative, c'est une méthode de résolution de problèmes qui peut être appliquée à n'importe quoi, tu sais. Puis, c'est ce que j'ai aimé en innovation sociale, c'est que il y a des designers qui ont développé des studios pour dire on peut utiliser le design pour résoudre des problèmes sociaux complexes. Ouais. Fait que là, je me suis dit, hey, si on peut façonner des sociétés grâce à ça, on peut assurément façonner notre propre vie. Tu sais. Fait que moi, utiliser ces outils-là que j'avais acquis dans le monde universitaire pour dire comment est-ce que je l'applique à changer un style de vie. Fait que c'était ça notre obsession. C'était c'est quoi un style de vie? Comment on modifie ces aspects-là? Pour rajouter du mouvement. Puis, fait qu'on a comme choisi ça pour l'instant, design actif à la maison. Ça va peut-être changer parce que je suis quand même toujours ouverte à faire évoluer notre vocabulaire, mais des exemples concrets, c'est, bon, la réalisation que nos maisons, à la base, sont faites pour le confort. Puis, je pense que c'est naturel. L'humain Mhm. a besoin de s'abriter, de se protéger, de se sentir à l'abri. Euh, mais nos maisons n'ont juste jamais arrêté de grandir, de grossir. Tu sais. Un abri avant, c'était quelques mètres carrés à peine, puis on vivait là en gang, alors que maintenant, c'est des superficies monumentales où toutes nos activités de vie se font sous un toit. Fait que, tu sais, on vit à l'intérieur, dans un environnement fait à la base pour nous rendre confortables. Mais du point de vue du corps, si on est toujours dans notre zone de confort, on pense qu'on se maintient, mais en fait, on décline. Mhm. Il faut sortir de notre zone de confort pour développer. C'est la base de la musculation, en fait, souvent. C'est comme il faut que tu surpasses ta limite pour éventuellement grandir, tu sais. Fait qu'on a des maisons basées sur le confort. Le confort à perpétuité amène un déclin du corps et un déclin cognitif et plein d'autres choses. Mhm. Puis ce confort-là, ça s'exprime par des gros divans. Tu sais, il y a des normes dans les maisons occidentales que si on pense à une maison, on pense à ça. Hein. Tu rentres, il y a une télé, un divan, un gros divan, chacun sa chambre avec un gros lit sur un, une base de lit avec un sommier le plus haut, le plus moelleux. C'est associé au luxe. Tu sais, l'élévation des meubles est associée à un luxe. Une cuisine avec des comptoirs surélevés. Puis on a réalisé en fait que juste le fait de s'asseoir sur des chaises constamment, c'est pas naturel. C'est pas un mouvement universel. La chaise n'est pas universelle. Il y a beaucoup de cultures de nos jours encore qui s'assoient à terre. Mais parce que notre environnement a des chaises, des assises partout, pour moi, un gros divan, là, c'est comme que l'objet te dit comme viens t'asseoir là. Tu sais, viens. Bouge plus de là. Fait que, tu sais, dans un de nos intérêts, d'où ça a commencé un peu comme ça, c'est de commencer à amener notre mobilier au niveau du sol ou à se débarrasser de certains meubles. Euh, un truc que d'autres familles ont comme imité, je sais que c'est très populaire, c'est qu'on explique qu'on avait coupé les pattes de notre table de cuisine après avoir vu que il y a des Japonais qui mangent comme ça. Puis j'ai fait ah, c'est beau, l'esthétique est belle, ça a l'air le fun. Puis là, on a juste commencé, on dit, à démeubler notre environnement. Puis c'est là aussi que le mouvement devient, même pour certaines personnes, peut être un acte d'activisme parce que si tu bouges, si ton corps fait les gestes, tu peux consommer moins. Tu peux, Mhm. si tu investis dans tes compétences, si tu te dis, moi, je vais permettre à mon corps de se renforcer, puis d'apprendre à squatter, puis à s'accroupir, puis à se relever, puis à être agile, j'en ai plus besoin de chaises. Puis quand je vais être vieux, j'en aurai pas besoin de gros lazy boy. Puis quand dehors, dans ma cour, j'aurais pas besoin d'un mobilier entier, comme dans la maison, d'avoir la table, les chaises, je peux m'asseoir dans le gazon. Puis au lieu d'être dédaigneuse puis de mettre du pavé uni dans ma cour, ben, je peux laisser ça en friche puis genre être connectée à la nature. Tu sais. Fait que c'est là pour moi que le mouvement, finalement, je l'avais vu comme un acte du corps, est venu se rallier aussi à toutes mes valeurs personnelles de prendre soin de la nature, de moins consommer. À chaque fois que je me dis, je peux bouger au lieu d'acheter un objet. Tu sais, j'ai pas de fouette à la maison, je le fais à fourchette. Ou j'ai pas de poivrière, on moule les trucs à la main, tu sais. Puis des fois, c'est tannant, puis je suis tannée de faire tous les efforts, mais je me dis, si mon corps fait le geste, l'expérience est juste
l'expérience humaine n'est pas la même non plus. Puis ça, c'est dur à quantifier quand même. Oui, mais c'est vraiment beau ce que tu dis. Il y a plein de choses en fait, tout ce que tu as dit, je trouve ça magnifique. Mais tu as fait un lien super intéressant parce que tu as dit, finalement, c'est comme si on revoit notre espace, puis ça c'est mes mots là, mais si on réapprend euh, finalement à bouger dans notre espace, et tu parlais des, de la table dont vous aviez coupé les, mon Dieu, Les je perds pattes. les pattes. Mais au final, euh, c'est comme c'est une forme de militantisme parce que tu n'as plus besoin de consommer autant si tu es en mouvement. Donc, à la fois, ça vient soutenir la vie, ça vient soutenir la santé globale, la santé durable, puis à la fois, ça vient transformer, alors avec une facette complètement à part de ce qu'on nous dit, c'est on transforme l'économie en changeant le système du travail, en changeant la politique, etc. Mais ce que tu nous dis aussi, c'est qu'en transformant notre expérience, notre rapport au mouvement dans notre espace, on en vient à finalement transformer comme l'économie comme elle est aujourd'hui en peut-être une économie où on n'est plus dans cette surconsommation. Et si on en vient à revoir notre expérience du mouvement dans notre espace, on en vient aussi à favoriser comme cet élan-là naturel de l'être humain d'être dehors, Hmm. d'être nature et donc de rétablir ce lien. Fait que je trouve ça vraiment beau ce que tu as partagé parce que tu amènes vraiment un lien clair. Tu sais, je parlais de lien comme intention au début, donc le lien avec les gens, mais aussi, c'est le lien entre le fait que bouger, ça a l'air de rien. Mais si on t'entend parler, finalement, ça vient nourrir chacune des sphères, des facettes de nos vies. Ça vient nourrir notre vie. Ça vient nourrir aussi la vie des autres, puis la société telle qu'elle est aujourd'hui, puis telle qu'on aspire Hmm. qu'elle soit. Mm. Ouais. Puis c'est là que le mouvement commence à faire du sens, puis que là, on fait le choix conscient chaque jour de faire le geste au lieu de rester soit inerte, assis, puis de déléguer nos mouvements à des services professionnels ou à des objets, tu sais. Puis juste pour donner l'exemple de aussi notre transformation là-dedans, tu sais, nous, initialement, moi, je n'aimais pas marcher. J'aimais le vélo en ville parce que je trouvais ça rapide, efficace dans ma mentalité de performance. Je trouvais que marcher, c'était lent, puis j'aimais pas courir. Fait que je me disais, si je veux accélérer, il faut que je cours. Fait que c'est arc. Genre, c'était tellement moche à tellement de niveaux pour moi, la marche. Puis finalement, moi, puis Vince, à Montréal, dans nos dernières années, on n'avait plus de passe même de métro puis d'autobus parce qu'on marchait partout. On marchait des fois 1 heure et demie pour aller au centre-ville. C'est des fois méditatif, mais des fois, c'est pour aller chercher des objets, acheter des affaires ou aller à des rendez-vous. Puis la marche, qui me semblait tellement banale, me amenait à un rythme beaucoup plus naturel aussi. Tu ne vois pas le monde de la même façon si tu marches que si tu es en vélo, que si tu es en auto. Puis j'observais beaucoup plus mon environnement. Puis j'ai commencé à voir que, à Villeray, les gens se font des beaux jardins dans le carré en avant avec de leurs arbres. Fait que j'ai fait mon propre jardin. Puis là, j'ai dans le carré. Puis il était tellement laid, mais les voisins venaient me jaser pendant que je jardinais. Puis j'ai fini par connaître mes voisins. Puis quand je suis tombée enceinte, j'ai reçu des cadeaux de ces voisines-là que pendant genre presque 8 ans, là, j'avais jamais parlé. Là. Puis ils me connaissaient, ils me demandaient des nouvelles de mon enfant. On vivait dans un 4,5 au deuxième étage. Puis justement, toute la sphère du mouvement, une fois qu'on a eu Marc Aurèle, notre vision s'est aussi enrichie. Puis on a commencé à regarder nos maisons là, du point de vue de l'enfant. Puis de qu'est-ce que l'enfant, lui, a besoin de vivre. Fait que là, on est tous tombés dans la sphère de la parentalité proximale. Tu sais, le portage pour le parent, on y avait pensé, nous, la charge qu'on porte, mais les bienfaits sur l'enfant d'être porté, les bienfaits Mhm. du cododo, de l'allaitement, de la motricité libre. Puis par le fait qu'on dormait au sol, qu'on dormait en cododo, puis que le matin, on rangeait notre lit, avec un enfant, tu sais, alors que souvent, la mentalité, c'est il me faut une plus grande maison parce qu'il faut que tout le monde ait sa chambre. Ouais. La famille emmène un cycle de consommation. Nous, on n'a pas acheté grand-chose avec notre enfant. Tu sais, on n'avait pas de table à langer parce on le changeait à terre. En fait, on a Mhm. même pratiqué l'hygiène naturelle où dans mon questionnement des objets, on a même questionné la couche. On a réalisé que la couche n'était pas essentielle puis que la couche a des effets négatifs aussi. Fait que notre environnement s'est simplifié. Puis on avait un appel de plus en plus grand pour la nature. Fait que nous, notre évolution, ça a été on bouge d'une façon différente parce que c'est bon pour la santé, ailleurs, notre vie s'est transformée. Puis maintenant, on pourrait sûrement vivre dans plus petit qu'un 4,5. Fait qu'on a déménagé à la campagne dans un 3,5.
Puis finalement, on a moins de superficie un peu équivalente à Montréal à l'intérieur, mais on a aussi un grand terrain dehors, tu sais. Puis je pense qu'on se challenge aussi à se dire comme on pourrait vivre dans. Est-ce qu'on vivrait dans encore plus petit? Il y a aussi, ça devient le fun quand tu te dis, aïe, si j'enlève de plus en plus de choses, c'est quoi l'impact sur moi puis sur ce que je dois apprendre comme compétence? C'est de dire, si j'ai pas de balayeuse, mon gros tapis plein de poussière, il faut que je le sorte, je l'amène sa corde à linge, puis je le frappe avec les machins en osier, là, que c'est ton Oui. corps qui. Puis finalement, le dédain de bouger, parce qu'il y a aussi ça culturellement, puis je pense à toutes les époques, c'était valorisé d'avoir des gens qui bougent, qui font les tâches ménagères. Oui, Mais exact. ou faire un effort physique, c'est vu comme en dessous de l'acte intellectuel, tu sais. Mais finalement, on développe un enthousiasme et une fierté à dire comme je vais le faire à bras, tu sais. Oui, oui. Ouais. Oui, c'était. Mais Ouais, ouais, il y a ouais, une richesse alors que ça a toujours été associé à être, entre guillemets, pauvre, finalement. ouais. C'est les personnes qui ont moins de moyens, qui doivent faire leur ménage eux-mêmes, qui doivent gérer leur tapis eux-mêmes. Parce que, encore l'image, tu sais, du tapis que tu sors puis que tu secoues, je me souviens du rituel que c'était au Maroc, cette Hmm. affaire-là. Fait que, ouais, totalement. Mais, tu sais, t'as dit un truc tantôt, t'as dit, genre, des fois, genre, on moule les affaires nous-mêmes, puis des fois, ça me tanne de faire ça et tout ça. Puis là, tantôt, tu sais, tu parlais comme le fait d'être, tu sais, mettons, d'avoir fait ton petit jardin, de parler, d'être dehors, de marcher, ça t'amenait dans la contemplation, ça t'amenait dans le lien. Et moi, j'avais cette grande question de est-ce qu'on est vraiment obligé de tout faire tout seul? Puis je me la suis posée Hmm. quand j'ai accouché de mon premier parce que on s'est retrouvés tout seul, il y a eu la pandémie, tout ça. Et puis, c'était tellement lourd à porter en tant que parent, en tant que maman. Puis là, tu as dit ça, puis je me suis dit, mais est-ce qu'on a tous à tout faire tout seul, justement? Ou est-ce que Hmm. cette activité de tapis, on peut le faire avec des gens? Ou est-ce que, comme avant, tu sais, mes grands-mères, elles se retrouvaient et puis ils frottaient le linge ensemble, c'était pas quelque chose que tu faisais tout seul. Genre, Ouais. est-ce qu'on est obligé de faire ça tout seul? Et est-ce que, et je nous ramène dans le ensemble, est-ce que ce mouvement-là, qu'on trouve gros à accomplir tout seul, toutes ces tâches-là à faire tout seul, Hmm. si on était ensemble, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui changerait aussi dans cette dynamique? Puis tu sais, tu as parlé du clan vivace tantôt. Moi, je voulais avoir Mhm. la perspective de justement, qu'est-ce que ça change de nos vies d'être en mouvement ensemble dans cette société, dans nos quotidiens? Puis quel lien est-ce que tu vois finalement? C'est ma question, elle est pêle-mêle, mais je me Hmm. Non, mais je c'est comprends clair. très. Je comprends super bien la question, ça me fait plaisir d'y répondre. Ben, c'est ça, hein. Par design, nos vies, on est isolé socialement. Mais tu sais, dans une culture individualiste, on juge que c'est ça la norme, c'est même ça le succès d'avoir ta maison, chacun sa chambre. Mm, Puis là, quand il faut bouger, quand il faut socialiser, il faut sortir ou justement, dans le paradigme de l'activité physique, faire de l'activité physique ensemble, c'est ben, je vais aller suivre un cours de Zumba. Tu sais, la communauté est là, puis là, je bouge, puis là, je rentre à la maison. Mais je pense qu'on ne réalise pas que même ce type de socialisation-là peut vraiment faire du bien, puis créer du lien, puis faire que tu te fais des amis. Ça se peut, tu sais. Mais je pense qu'on a un besoin inassouvi de vivre ensemble au quotidien, de se mm, voir dans le quotidien, puis de se partager les tâches du quotidien ouais. dans toute leur banalité, puis dans tous les moments grandioses aussi. Mais de pas juste être chez soi, aller au bureau, puis là, tu socialises avec tes collègues de bureau, tu rentres à la maison, puis on met des masques, on met des boucliers, puis là, on peut œuvrer dans différentes sphères sociales, alors qu'avant, les gens qui nous entouraient, on avait grandi avec eux, on les voit, on les voit naître, on les voit mourir. Mm, Puis je pense que ce type de lien-là, je pense qu'on a un appel profond pour ça, puis qu'il y a une souffrance et une détresse psychologique à l'isolement qu'on vit en ce moment, mais c'est dur de s'en rendre compte quand tu es dans une culture que moi, je ne sais pas au Maroc c'était comment, mais au Québec, encore là, justement, dans cette tentative-là de vivre avec ma grand-mère, ça a échoué parce que ma grand-mère ne voulait pas vivre chez mes parents, ne voulait pas. Ma mère me dit, elle ne voudrait probablement pas vivre avec toi ou ça serait difficile pour toi de prendre soin d'elle parce que tu serais toute seule, premièrement. Sûrement mm, si c'est juste toi qui vis avec elle. Mais ma grand-mère ne voulait pas être un fardeau. Puis ça, je l'entends beaucoup, beaucoup.
Ouais. cette génération-là qui dit « je veux pas être un fardeau pour les autres », parce qu'elle a internalisé la croyance, puis c'est la promesse de l'individualisme que tu as la liberté absolue sur tes choix, puis que c'est honorable de dépendre de personne. Mhm. Mais c'est une illusion, puis je pense que cette illusion-là a été brisée quand moi puis Vince puis sa mère, on parlait d'une femme qui elle avait essayé d'être autosuffisante. Elle voulait tout produire sa nourriture, elle voulait tout produire, puis qu'elle avait réalisé que l'épopée l'avait complètement épuisée. Mm. Puis, puis c'est là que Vince se dit, ben, c'est parce que t'es pas supposé faire ça tout seul. T'es pas supposé être une famille, même une famille, deux parents avec quelques enfants, d'avoir tout le poids d'exister. Comme de toutes les tâches de l'existence ne devraient pas reposer sur quelques individus. En fait, c'est reposer sur un groupe d'humains multigénérationnels qui vivent ensemble au quotidien. Puis c'est là que le lien avec nos objets se complexifie, c'est que ça, je donne souvent l'exemple parce que je le trouve tellement puissant. Tu sais, une mère qui est toute seule à la maison avec son enfant, elle a peut-être besoin d'un siège pour le déposer le temps qu'elle aille prendre sa douche. Ouais. Parce qu'il n'y a personne d'autre pour s'en occuper. Tu sais, fait que j'aurais beau expliquer les effets nocifs aussi du siège pour bébé, que c'est pas la même expérience que d'être porté, que ça contribue aux têtes plates, blablabla. Si on n'adresse pas les autres piliers du mode de vie, tu peux pas juste dire à quelqu'un, enlève cet objet-là, fais du portage. C'est là Mm. que le style de vie m'intéresse, c'est que si tu changes un maillon, tout doit changer. C'est un mini-système, hein, c'est notre mini-écosystème personnel, un mode de vie. Fait que si tu dis à une mère, fais plus de portage, fais du cododo, fais ci, il faut absolument amener des outils aussi pour se créer un cercle de soutien. Mhm. Puis moi, puis Vince, dans notre envie de transmettre, pendant qu'on vit les choses, c'est là où dans notre vie personnelle, on est rendu. C'est après le pilier des habitudes, comment on change nos gestes quotidiens, combiné au pilier de l'habitat, comment on change notre environnement, le pilier de l'humain, des humains au pluriel. Et c'est là qu'on est dans notre phase de développement, de réaliser qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire ça, puis on ne devrait pas le faire ça, puis on ne devrait pas croire On doit le faire seul. qu'on doit le faire seul ou que c'est qu'on échoue de demander de l'aide ou de vouloir être entouré de personnes. Puis c'est là qu'on a lancé aussi le Clan Vivace, c'est qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme nous dans une quête de vivre autrement, puis qui vivent une solitude aussi parce que ils font dans leur coin, puis leur entourage ne comprend pas nécessairement leurs gestes. Mm. Fait que ton envie de te reconnecter à ce qui est naturel te fait sentir un mouton noir dans une culture plus vaste, même Mhm. si la culture en ce moment est complètement toxique, tu sais. Fait que le clan virtuel, pour nous, c'était une façon de se retrouver dans nos différents coins de pays pour jaser ensemble de comment agir dans notre entourage pour se créer des connexions réelles. Ouais. Euh, parce que, ouais, on veut cette vie-là multigénérationnelle. Je pense qu'il y a plusieurs personnes de notre génération qui aspirent à ça maintenant. Mm. Euh, mais c'est ça, c'est là qu'on ne peut pas juste enlever des objets de notre vie. Les objets ont une valeur symbolique puis sont liés à une culture plus vaste. Puis c'est là que finalement, je ne voulais pas être dans l'aspect société ou culture, mais j'ai réalisé que pour changer des croyances ou des perceptions individuelles, il faut mettre en lumière la culture dominante puis dire voici c'est quoi, voici notre modèle, voici ce qui englobe notre vision, puis on peut le déconstruire, puis tu peux créer une culture différente pour ta famille. Exactement. Ouais. Puis il y a l'aspect justement de réapprendre à vivre ensemble, puis d'accepter justement qu'on peut être, tu sais, que, alors, qu'être interdépendant ne veut pas dire manquer d'autonomie, manquer de vitalité, manquer de... euh, en fait, quand on ose nommer qu'on est interdépendant, souvent on va associer ça, ben, on est interdépendant, donc on est dépendant les uns des autres, puis ça, c'est mauvais d'être dépendant les uns des Mm. autres. Je pense qu'il y a vraiment ça, tu sais, comme tu l'as dit, je veux dire, à un moment donné, quand tes parents, t'es tout seul dans ta maison ou peu importe, mais qu'est-ce que tu fais? Tu le mets où ton bébé? Si justement tu enlèves tous les objets de ta maison, puis tu le mets où ton bébé si tu n'as personne à côté de toi pour le porter? Puis, puis je trouve que quand je me sentais super seule, alors que bah, tu sais, j'avais Hicham, mon mari, à côté, je me sentais super seule après la naissance de mon premier enfant. Puis dans ma tête, ce que je me disais, c'est bah, c'est normal, je dois apprendre à gérer ça toute seule Mm. avec lui, on doit apprendre à gérer ça, c'est la norme. Puis tu sais, j'avais même dit à ma mère, je lui avais dit, non, non, viens pas à la naissance parce que sinon, si tu viens, je vais comme tellement me fier sur toi qu'après ça, j'aurais peur de gérer toute seule.
Puis à la naissance de Mm. Liam, c'était tout le contraire. Je lui ai dit, écoute, Mm. on ne sera pas capable si tu n'es pas avec nous. Fait que ouais, le lien de ce ensemble-là, puis des fois d'avoir besoin de ces espaces-là, de ces fameuses chambres d'écho qu'on crée, puis qui se créent au travers justement les clans ou les memberships tu sais, qu'on crée avec cette nouvelle philosophie-là. Ça nous soutient dans cette vision-là qui est encore celle du mouton noir de la société. Et puis, il y Ouais. a un super beau texte m'avait partagé un ami que finalement, le mouton noir, est-ce que c'est pas ceux qui éveillent les consciences sur ce que pourrait être le monde après, qui finalement vient briser les cycles. Mm. Bref, donc encore une fois, je m'excuse, je vais dans tous les sens. Et j'avais envie de revenir sur un truc parce que je trouve que vivace, c'est tellement un beau mot. Et j'avais envie quand même que tu me dises pourquoi est-ce que ça s'appelle le clan vivace? Pourquoi est-ce qu'on dit de vous que vous êtes des vivaces? C'est un mot qu'on a choisi parce que dans tout le vocabulaire autour du bien-être, tu sais, la santé, l'épanouissement, je pense que tout le monde a un mot qu'il aime. Tu sais, il y a une résonance des mots. Il y en a, ça va être, ils ont une quête de bonheur, ou de joie ou de plénitude. Puis nous, on voulait quelque chose qui vibre. Je pense, hey, c'est drôle, ça revient à ta question initiale, là. Ouais. Comme, je veux être plus zen dans la vie, mais je suis mieux quand je canalise mon intensité. Je pense que pendant longtemps, j'ai essayé de l'étouffer puis de me dire, il faut que je sois quelqu'un de douce et genre de calme en tout temps. Puis je suis définitivement plus heureuse quand tout mon feu, je l'enligne vers quelque chose. Tu sais. Fait qu'il y a une espèce d'intensité que je ressentais qu'un mot comme bien-être avait pas, mettons. Tu sais. Fait qu'il fallait un mot qui porte une certaine vie. La, puis c'est ça, se sentir vivant. Hein. Tu sais, t'es comme se sentir vivant, c'est juste trop long aussi. Tu sais, ça, Ouais, c'est une ouais, question ouais. qu'on se posait souvent. C'est quoi se sentir vivant? Mais c'est ça, ce sentiment-là que tu existes puis que tu es connecté, c'est un ressenti, c'est aussi un état d'être. Tu sais. Fait que comment est-ce qu'on nomme cette vie-là? Puis la définition plus scientifique, ça serait qu'on vise une espérance, d'allonger notre espérance de vie en bonne santé. Tu sais. La santé durable, là, ça peut être défini comme ça. Mais justement, le discours de santé publique a sa place dans la santé publique, mais je pense pas que dans nos maisons, c'est ce qui vibre le plus, là. Fait que le mot vivacité est venu, on regardait la définition, on s'est dit, c'est juste pour les plantes. Puis là, j'ai vu que ça s'appliquait aux êtres vivants. Fait qu'on s'est dit, bon, ben nous, on aspire à ça, une vivacité. Puis on trouve ça touchant parce que les gens ont commencé, on ne s'est pas auto-nommé, mettons, les vivaces, mais les gens ont commencé à nous nommer notre duo de même, parce que c'est plus rapide que de nommer nos noms. Fait que, tu sais, ça, ou de dire, les gens disent, ah, ma maison n'est pas vivace pantoute, ou mais là, elle devient plus vivace. Tu sais, fait qu'on trouve ça beau parce que c'est devenu un adjectif. Euh, Fait on l'aime beaucoup, là. Mais encore une fois, quelqu'un peut voir le même sens dans d'autres. Le mot, pour moi, a plusieurs facettes, là. Je pense que euh, le concept a plusieurs facettes, puis à chacun de trouver le mot qui résonne, mais nous, c'est comme ça qui a fait sa place, là. Oui, puis je l'ai ramené, puis je m'excuse, je suis comme revenue au début, mais je l'ai ramené parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très organique finalement dans ce mot. Tu me Ouais. dis, vous n'êtes pas proclamés les vivaces, mais on a fini par vous appeler comme ça. Tu sais, quand tu dis du vivace, il y a ce côté-là aussi que quand tu parles des plantes, les vivaces, ben, elles reviennent finalement d'année Ouais. en année. Puis il y a ce cycle-là très naturel qui font que elles reprennent vie, tu sais, elles s'endorment à un moment Ouais. donné pour reprendre vie, rejaillir. Et Ouais. tu vois, tu parlais des significations de ce que ça fait résonner. Pour chacun, c'est très différent pour chacun, mais c'est à ça que ça me faisait penser vivace. Mm. Pour ma part, si je me proclamais vivace, ben, je me dirais ben, c'est parce que justement j'ai cette capacité à renaître à moi-même, à Ouais. suivre les cycles des saisons. Puis alors là, je vois l'heure, puis je sais qu'on Oui. s'approche de l'heure importante à respecter. Alors j'avais envie de nous amener tranquillement dans cette, euh, cette dernière question que je pose à tout le monde et qui a pour intention de nous ramener dans l'espoir, puis dans l'élan d'action, donc qui était ton intention Mm. au départ, et que tu me partages peut-être ton rêve, toi, pour aujourd'hui, puis pour demain. Puis tu sais, mettons en image, en ressenti, en émotion, en Mm. sensation, il ressemblerait à quoi le demain que tu imagines, dont tu rêves, et puis qui Mm. s'inscrit dans cette réalité qui est là. En toute franchise, quand j'ai lu la question, la première chose qui m'est venue dans l'esprit, c'est j'ai
j'ai l'impression que ça va être pire encore socialement avant que ça aille mieux. Ouais. Que justement, dans une société réactive, on dirait qu'il va falloir que ça aille encore pire pour réaliser, admettre qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis là, je me suis questionnée, je me suis dit, est-ce que moi-même j'ai tant espoir? Tu sais, est-ce que j'y crois que c'est possible de changer? Puis quand je me pose, on dirait qu'à un horizon un peu plus lointain, peut-être que ma propre génération, je, je sais que on s'en va vers mieux. J'ai la vision que mes petits-enfants Mm. vont récolter en partie les fruits du travail qu'on fait en ce moment. Puis que ma perspective est, je ne sais pas si c'est du pessimisme, mais que on dirait que je viens peut-être à l'idée que je ne vivrai peut-être pas dans le clan réel que j'imagine, mais que je suis quand même déterminée à essayer de mettre des choses en place parce que ça prend plus de temps que de redécorer son salon, mettons, puis que ça va, c'est ça, ça va porter fruit plus tard. Fait que ma vision, on dirait que l'espoir que j'ai, c'est que un jour, je vais être vieille, puis je vais être assise avec mon enfant, puis ses enfants, puis ils vont juste bouger, puis courir librement, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de résultat que j'ai en tête, mais récemment, puis te parler me fait réaliser que le plus important encore, c'est de dire comment est-ce qu'on nourrit dans les gens qui nous entourent l'envie d'agir dans le monde, puis ce qui les fait sentir vivants. Fait qu'au-delà du monde matériel que j'aurais créé ou influencé, est-ce qu'on va sentir énergétiquement que les gens sont connectés, puis épanouis, puis qui savent, qui sentent qu'ils ont le pouvoir de transformer ce qui les entoure. Puis je pense que c'est ça le plus important finalement. C'est pas, tu sais, des fois, j'espère que, tu sais, mon enfant n'aura pas de trouble, il vivra pas de souffrance, mais finalement, c'est de dire non, il va en vivre, mais est-ce qu'il va sentir qu'il est capable Ouais. de s'en sortir, tu sais, puis de trouver des solutions. Puis je pense que mon focus va être là-dessus prochainement, tu sais, de... Ouais. Ah, mais c'est magnifique. Et je trouve pas ça pessimiste, mais est-ce qu'on va se sentir en vie? Est-ce qu'on va ressentir notre élan de vie qui est celui qui nous met dans l'action aussi? Puis il y a cette chose que tu as dit, puis tu as dit, je vais peut-être pas le vivre, ce monde-là, c'est auquel j'aspire, puis ce clan. Et je pense que ça, c'est quelque chose à se rappeler, c'est que au travers ce à quoi on aspire, ben, il y a comme des grandes choses qui vont devoir se bouleverser avant de se reconstruire, se déconstruire avant de se reconstruire. Puis que dans cette essence-là, qu'on a tous en tant qu'être humain, si on veut œuvrer pour la société de demain, c'est avec aussi en fait, ce truc-là de se dire, mais on va peut-être pas la vivre. Peut-être que nous, on va Hmm. dans la phase de grosse déconstruction et de grands bouleversements. Mais si, en tant qu'être humain, on n'accepte pas qu'on sera peut-être pas ceux qui vont bénéficier du résultat, c'est le fameux temps long, c'est on veut que ça arrive là pour nous tout de suite, ben, il se passera rien. Fait que je pense que ça aussi, c'est Hmm. important de ce rythme-là de transformation que Hmm. je pense qu'on doit laisser être aussi pour qu'un jour ça arrive, peut-être pas à Ouais, nous, mais qu'un jour ça arrive. absolument. Waouh! Hmm. Ben, écoute, Marie-Claude, je te remercie infiniment pour la conversation hors antenne, puis la conversation ici même. Euh, on voulait aller en profondeur, puis j'ai l'impression que il nous faudrait encore plus d'heures pour être en mesure de comme vraiment aller encore plus en profondeur parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas abordées ouais, parce que le temps, parce que je sais pas, ma limite de temps. Fait que merci pour ce moment. Pour vrai, c'était incroyable. Puis j'ai comme juste hâte qu'on se reparle, peu Ben, importe où, quand, comment. merci à toi pour l'invitation. Pour vrai, je suis toujours touchée. Puis c'est un privilège d'avoir cette écoute-là. Tes questions étaient magnifiques, puis j'avais vraiment hâte à notre discussion. Puis assurément que je pense qu'il va y en avoir d'autres. Ouais, ça c'est certain, vraiment certain. Et puis ben merci à ceux qui sont de l'autre côté puis qui nous écoutent. Puis n'hésitez pas à interagir, puis justement à ce qu'on joigne ensemble, dans ce ensemble, pour aller peut-être encore plus en profondeur dans ce qu'on a discuté aujourd'hui. Alors voilà, Mm. je vous dis à très bientôt. À bientôt.